Bonjour Timothée, bienvenue une nouvelle fois sur Fréquence Populaire. Tu nous Bonjour entends? Timothée. J'espère que tu nous entends. Il faut parler Timothée. Allô, allô. Timothée nous entend-il? Bonjour, oui, je vous entends. Ah, Bonjour Georges, bonjour Voilà. Christian. Bonjour Timothée. Ça va? Ça va très bien, merci. super. Aujourd'hui, tu reviens. On va parler d'un sujet qu'on avait voulu aborder la dernière fois et qu'on va peut-être un peu plus préciser aujourd'hui. La dernière fois, Tout c'était à sur fait. les médias, qui possèdent quoi. Mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Parce que qui possède quoi, c'est déjà très intéressant. Mais qui produit quoi, c'est peut-être même encore mieux. Parce que bon, on parle souvent de Martin Bouygues, de Bolloré. Mais ces gens-là, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Mais ce qui va être intéressant, je pense, de voir ensemble, c'est qui produit derrière les émissions et les idées qui passent ensuite sur les médias. Je te laisse faire une petite présentation et on en discutera ensemble. Tout à fait, merci Tristan. Donc oui, effectivement, on va parler comme la dernière fois d'un sujet qui est très important, qui est le sujet de la concentration des médias. On va essayer de déterminer, enfin de démontrer que le système médiatique en France, les médias, les titres de presse, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, sont aujourd'hui concentrés entre les mains d'une petite minorité de personnes très fortunées. Donc effectivement, les plus connus, on va en parler. On va parler de Vincent Bolloré, on va parler de Xavier Niel, on va parler de Mathieu Pigasse. Euh, et on va se rendre compte aussi que quand on parle d'emprise médiatique, quand on parle de médias, il faut se dire qu'il y a les médias en eux-mêmes, il y a, comme tu l'as dit, les boîtes de production, et il y a aussi tout ce qui va à côté, c'est-à-dire le système de distribution de la presse, parce que ça aussi, c'est un sujet, c'est sujet à la concentration, et aussi la formation et l'encadrement des journalistes eux-mêmes puisque les personnes qui détiennent les médias sont aussi impliquées dans la formation professionnelle et dans le recrutement des journalistes, donc de ceux qui font l'information. Et un Sur... petit Timothée, tu as été un peu freeze. Ça va me permettre de dire, de rappeler à ceux qui enfin, Oui, ou de faire savoir à ceux qui ne l'ont pas lu, François Ruffin s'était fait connaître, au début des années 2000 en écrivant, un excellent livre qui s'appelait «Les petits soldats du journalisme» et il revenait sur, sa formation au CFJ, au centre de formation, des journalistes, en expliquant, comment on procédait au formatage. Mais je te rends la parole, Timothée. absolument. Oui, bah, tu as tout à fait eu raison de reparler de François Ruffin. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque tu parles de lui. Tout récemment, il a eu gain de cause dans son procès, sur dans l'affaire des agents de la DGSE, si je ne me non, de la DGSI qui ont, infiltré illégalement son journal, Fakir pour le compte du patronat. Mais voilà, on en parlera plus tard. Pour ce qui est donc, petit point, petit résumé rapide concernant ma dernière intervention. Déjà, quand on parle de la presse, quand on parle de la concentration de la presse, je vais redonner quelques chiffres. Euh, Vous avez sans doute vu ce graphique qui a été sorti en décembre 2024 par Acrimed et Le Monde, et qui représentait un petit peu la toile euh, qui montrait un petit peu toutes les personnes qui détenaient les médias, enfin à qui appartenait tel média. Alors il faut savoir qu'en France, c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres précis sur qui détient tel média. D'abord parce que souvent les parts sont divisées entre plusieurs personnes, qui peuvent d'ailleurs être des personnes physiques, mais aussi des personnes morales.
Et puis aussi, il y a le problème des subventions publiques, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où voilà, c'est ce graphique-là, à partir du moment où un média, perçoit des subventions publiques, ce qui est le cas de la plupart des grands titres de presse, heu, on est un petit peu embêté de savoir si on doit considérer ça comme un média privé ou un média, s'il est détenu par le public aussi. Mais il y a quand même des Timothée, estimations. On Timothée, si je peux me permettre, sur les participations Oui, croisées, c'est vraiment un point très important, parce qu'il y a des journalistes, indépendants et d'investigation qui se sont intéressés à savoir, on en avait parlé, qui possède BlackRock? Parce qu'on sait que le patron de BlackRock, cette immense, multinationale d'investissement américaine, c'est Larry Fink. Mais qui possède, BlackRock? Ah ben, c'est très compliqué, de le savoir parce qu'en fait, c'est détenu à 50 par Vanguard, mais Vanguard détenu à 50 par JP Morgan et BlackRock, détient 50 de JP Morgan. J'en ai pris que 3, mais en fait, c'est une constellation de multinationales qui se tiennent par bout comme ça et c'est comme un serpent, qui se mord la queue. C'est très difficile de savoir qui contrôle quoi. Les partenariats croisés permettent, de créer une opacité complète. tout à fait. Tout à fait. C'est là, en fait, que c'est difficile, justement, quand on essaie d'enquêter sur la concentration des médias parce que, heu, on voit qu'en fait, plutôt que de dire que tel média appartient à telle personne, on en est à considérer que les médias dans leur ensemble appartiennent à un groupe, à une caste, à une oligarchie, qui agit véritablement de concert pour maintenir ses intérêts. Alors, pour ce qui Les est de la pour optimates, ce qui est des le retour. On a le oui, retour Tout est des lié, optimates. tout est lié. pour ce qui est de la répartition, on considère que dans les médias audiovisuels, donc en particulier à la télévision, on en est à peu près à 30 d'audiovisuel public. France Télévisions, hein, tout ce qui s'en rapporte et à peu près 70 de privé. Vous n'avez pas évidemment de, presse audiovisuelle indépendante, hein. Vous n'avez pas de chaîne de télé, indépendante, sur la TNT. Pour ce qui est de la presse écrite, là, on en est à plus de 90 de presse privée et 1 de presse indépendante. Alors petite précision, quand je parle de presse indépendante, je parle de presse, d'un titre de presse qui est détenu soit par ses salariés, ce qui, si je ne m'abuse, est le cas de Fréquence Populaire et ou qui est détenu par un groupe, mais dont l'activité principale est l'information. Donc quand on parle de presse privée, c'est-à-dire de presse non indépendante, c'est-à-dire c'est une presse, c'est un type de presse qui est, détenu par, une société, par un groupe, mais dont l'activité principale n'est pas, l'information. C'est le cas par exemple des médias, détenus par l'empire Bolloré, hein. Bolloré, c'est un empire médiatique, mais l'activité principale, de Bolloré, elle est de nature industrielle. On va en parler. Heu, alors l'Oxfam avait, sorti un chiffre, ils avaient dit que 80 des médias étaient détenus par environ, 9 milliardaires. Alors, comme on l'a dit, c'est en fait un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a les il y a les propriétés, croisées, mais voilà, on voit quand même, quand on voit le graphique que c'est bien une très petite, c'est un très petit nombre de gens, qui possèdent, l'information en France, qui possèdent donc l'information les chaînes d'information, les vecteurs de l'information en eux-mêmes, qui possèdent la distribution. Parce que je parle de Bolloré donc qui possède des médias, mais Bolloré, il possède aussi, hem, les points relais. Vous savez, les boutiques, relais que vous trouvez, par exemple, dans les gares, hein, il y en a une chez moi à La Part-Dieu, et ben c et donc qui diffusent les titres de presse, et bien ça, c'est Bolloré. C'est Bolloré. La formation des journalistes aussi, Vincent Bolloré et d'autres, hein, Bernard Arnault, enfin un fonds, qui appartient auquel participent, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel et cetera, ont récemment racheté, l'École supérieure de journalisme, de Paris. Donc qui est une alors c'est pas une école qui est, reconnue par la profession, heu
puisque je rappelle pour nos auditeurs qu'il y a 14 écoles de journalisme en France qui sont reconnues par la Conférence nationale des journalistes, donc qui sont agréées par la profession. Mais malgré tout, voilà, l'ESJ Paris, c'est quand même une école qui a un diplôme reconnu par l'État, qui est, voilà, qui est tout à fait sérieuse. Eh bien, cette école a été rachetée heu, par un consortium de milliardaires et de patrons de presse. Donc heu, donc les propriétaires de médias forment eux-mêmes, heu et sélectionnent à la source leurs futurs journalistes. Donc là aussi, Tu c'est un voudrais dire véritable, vraiment, Timothée, qu'ils pourraient sélectionner leurs journalistes et leur faire un enseignement orienté? Non, quand même pas. Si? j'en ai bien peur, So shocking. j'en ai bien peur, mais Il y avait pour Sciences Po déjà. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'acheter un truc comme ça? Mais et on effectivement, en fait, on va se rendre compte que là, on parle d'une acquisition qui est, ouverte, qui est officielle. Mais il est vrai que ce soit dans les écoles, agréées comme tu l'as dit, Sciences Po Journalisme, Paris Dauphine, l'ESJ Lille, il y a déjà des systèmes de présélection et de cooptation. Et en général, ça se fait, le le journalisme, il faut savoir que ça marche principalement par réseau. Voilà, vous êtes journaliste, vous trouvez un job, dans un média parce que vous connaissez, le cousin de la tante de la belle-mère, du propriétaire ou d'un actionnaire et donc c'est comme ça que vous êtes, voilà, dans l'immense majorité des cas, c'est malheureusement comme ça. Pas dans la Pas presse chez nous, indépendante, Timothée, mais Mmh? pas comment? chez nous. Tu parlais de Pas fréquence chez populaire, nous. mais on n'est pas cousins, Timothée, du tout. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que, oui, les fréquences populaires est détenue par, non seulement les salariés, mais les sociétaires. On vous en parlera bientôt quand on lancera, ça, on ne peut pas la vendre en plus. On ne peut pas en tirer un ceux qui l'ont créée, on ne peut pas la revendre, après, en tirer un bénéfice. On a vraiment un statut très, très particulier pour garantir l'autonomie, justement. Eh bien Ce que tous les c'est médias ne très font pas. heureux et vous faites partie justement, des médias indépendants qu'il faut protéger justement contre l'extension de la concentration des médias. Alors pour ce qui est des boîtes de production aussi, parce que c'est là, Tristan, où tu voulais en venir, enfin, c'est le sujet que tu voulais, particulièrement aborder. Alors là aussi, on a un investissement massif, des propriétaires de médias dans les boîtes de production. Donc les boîtes de production, c'est ce qui va produire, typiquement les émissions, de télévision que vous allez regarder. Je vais vous donner alors 2 exemples, un qui vient, voilà, comme ça on dira que je suis impartial, un qui est plutôt rattaché à la droite, hein, à une idéologie de droite, parce que c'est rattaché à, on va dire, à l'empire Bolloré, et un qui est Mmh. plutôt à gauche. Et on va montrer comment, justement les industriels de la presse, les propriétaires de presse utilisent le système de production, des émissions pour diffuser leur idéologie. Donc, 1er exemple, c'est une boîte comme, H2O Productions, qui a été fondée par Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna, donc qui est l'avoué, le spadassin de Vincent Bolloré. C'est la boîte de production qui, va produire, Face à Baba sur C8, par exemple. Heu, voilà, qui va produire en fait toutes les émissions de Cyril Hanouna. Vous avez par exemple, les productions, de Mathieu Pigasse. Voilà, là je passe de la droite à la gauche. Alors Mathieu Pigasse, donc c'est un financier, il est passé par la Young American Foundation. Il a été, conseiller auprès de Laurent Fabius et de Dominique Strauss-Kahn quand ils étaient au gouvernement, à l'économie et aux finances. Et aujourd'hui, il est, propriétaire, en tout cas copropriétaire, il a de très bonnes parts dans le Monde et il a, heu,
il a aussi des médias type, Les Inrocks, Radio Nova ou, le Huffington Post. Si tu veux Et prendre peut-être un petit exemple. Bon, parce que bon, Mathieu Pigasse de gauche, bon, quand même, il se il tranche, revendique, en tout cas, Hollande aussi. Mais bon, tu sais, c'est l'UMPS, c'est cette grande formation. Mais, je veux bien qu'on revienne peut-être un petit instant, sur Bolloré et sur H2O Productions, qui se sont souvent défendus de ne pas faire de politique, mais d'inviter des politiques. Est-ce que tu te souviens de l'épisode avec, alors je l'ai connu, Louis Boyard. Est-ce que tu te souviens de cet épisode-là? On a un présentateur qui dit: «Je ne fais pas de politique», qui en vient à insulter un député de la nation, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, personnellement, c'est mon cas et pourtant j'ai travaillé avec lui, hein. il était pas député encore à l'époque, Si, il me il semble. était député. Si, si, si. Il était député, il était élu. Justement, il venait sur le plateau pour parler de ça. Et Ah bon, bah, je pense alors à une précédente altercation. et du coup, il est venu faire un peu son sketch, venir, jouer sa carte sur Bolloré. Bon, c'est cocasse, en même temps c'est rigolo et en même temps il a un peu raison Boyard, hein, de venir critiquer sur le terrain, de Bolloré. Mais qui s'attendait à ce que Cyril Hanouna puisse être autant véhément et défendre autant son patron tel un chien de garde? C'était, je pense, une des premières fois où on peut le voir aussi fortement dans la télé, les chiens de garde justement de ces gens-là. Voilà, petit aparté, je te laisse continuer si tu veux. Non, mais tu as tout à fait raison et tu sais, moi, je pense qu'on parle beaucoup d'exigence de neutralité, des journalistes. On dit qu'un journaliste doit être neutre, qu'il doit être impartial. Je pense que c'est une plaisanterie. Je pense que la neutralité, n'existe pas. Déjà, elle n'existe pas chez l'homme, elle n'existe pas chez le citoyen, elle n'existe pas, a fortiori, heu, chez les journalistes. Les journalistes sont, des personnes, sont des êtres humains, comme les autres. Ce sont des gens qui ont peut-être enfin, pour la plupart d'entre eux, des a priori idéologiques, hein. Ils ont leurs idées, ce qui est leur droit en tant que citoyens. Heu, ils ont, heu ils ont aussi des préoccupations, tout à fait profanes. Voilà, ils doivent défendre leur gagne-pain, ils doivent défendre leur maroquin, leur emploi et donc certains vont avoir une latitude un petit peu plus grande pour traiter de certains sujets qui touchent, directement ou indirectement à leur employeur. Heu Voilà, ils vont pouvoir se permettre de dire certaines choses. Certains vont j au contraire avoir des patrons, des directeurs de rédaction un petit peu plus, surveillants, hein, sur eux et puis, d'autres, les chiens de garde, tu l'as dit, de leurs patrons. Ce sont des gens qui sont des supplétifs, des squadristes de la presse industrielle. Je vais te donner un autre exemple dont on avait parlé brièvement la dernière fois. Euh, J'avais pas eu le temps de conclure. Euh, on va parler d'une affaire qui avait eu lieu à Marseille et qui implique Rodolphe Sadet. Alors Rodolphe Sadet, je le rappelle, donc c'est le président directeur général de la CGA-CGM, donc la compagnie générale maritime, donc qui est la plus grande compagnie française de fret maritime, qui est basée à Marseille. Rodolphe Sadet, c'est un très grand ami d'Emmanuel Macron, c'est un très proche, c'est un soutien de longue date, soutien qui d'ailleurs lui avait été très profitable, puisque en 2023, les armateurs de fret maritime commercial ont bénéficié d'une niche fiscale qui leur permettait d'être exonérés d'impôts sur les sociétés en échange de payer une taxe sur le tonnage de leur bâtiment. Donc, ce qui leur a fait une économie d'impôts substantielle. Ça équivalait à près de 5 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État, pour l'ensemble du parc maritime. Euh, donc,
la CGA-CGM. Il faut savoir que Rodolphe Sadé, c'est un homme qui est extrêmement riche. C'est difficile d'évaluer son patrimoine exactement, mais il faut savoir qu'il a sa fortune a septuplé, a septuplé pendant la crise du Covid. La D'après fortune, Forbes, 7,8 milliards de dollars. C'est énorme. c'est énorme et c'est une fortune qui avait considérablement augmenté à la faveur de la crise Covid, du fait de la, de la plus grande importance apportée justement au transport maritime. Mais donc, voilà, c'est quelqu'un qui a su profiter de l'amitié, du soutien qu'il a apporté depuis longtemps à Emmanuel Macron. Et tu vas me dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette question de médias? Eh Alors bien, que je vais c'est un armateur. C'est c'est bizarre. un armateur. Eh bien, Rodolphe Sadé, est le propriétaire de, BFM, du groupe qui contient notamment BFM TV ou, RMC. Mais pas que. Mais pas que, alors c'est déjà pas mal, mais Rodolphe Sadé, c'est aussi, le propriétaire de La Provence. La Provence, ami marseillais, vous le savez, c'est, le grand quotidien, local, de Marseille. Donc et ça appartient à Rodolphe Sadé. Et donc l'anecdote, enfin l'histoire que je voulais vous raconter, puisqu'on parle de défenseurs, de la presse industrielle, hein, de gens qui sont dévoués à leur patron et à leur entreprise. C'était en, mars 2024, donc il y a un an. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, le 19 mars 2024, Emmanuel Macron était venu à la cité de la Castellane, à Marseille, pour promouvoir, ses grandes opérations, Place Nette. Vous savez, c'était quand on envoie 50 cars de policiers dans un quartier, on fouille un petit peu tout, dans les caves pour essayer de trouver, 3 boulettes de stupéfiants et ensuite on repart, enfin on invite toutes les caméras et on dit: «Regardez, l'État agit pour la sécurité», voilà. Donc Emmanuel Macron était venu, il était accompagné à l'époque de, Éric Dupond-Moretti, voilà, pour promouvoir ces opérations, et il était reparti tout content. Le souci, c'est que évidemment, parmi les journalistes présents, il y avait des journalistes de la Provence. Journalistes qui sont allés interviewer les habitants de la Castellane, après le départ d'Emmanuel Macron, et les habitants n'étaient pas vraiment impressionnés par les efforts, policiers, politiques et médiatiques qui avaient été, déployés. Et ils s'étaient plaints qu'en fait, c'était ni plus ni moins que de la poudre aux yeux. Et un habitant avait sorti cette phrase. Eux, ils sont partis, eux, sous-entendu les politiciens, Emmanuel Macron, les médias, eux, ils sont partis, nous, on est toujours là. Voilà, donc pour dire qu'ils se sentaient pas plus avancés, sur la question de la criminalité. Les journalistes, donc la Provence, le lendemain, fait sa une de l'intervention, enfin de la venue d'Emmanuel Macron à la Castellane, et ils mettent en une, en titre, cette fameuse citation: «Eux, ils sont partis, nous, on est toujours là». Le matin même, Emmanuel Macron appelle Rodolphe Sadé. Rodolphe Sadé appelle le directeur général de la Provence, Gabriel Darcourt. Et le lendemain, Gabriel Darcourt, donc directeur général de la Provence, s'excuse dans les colonnes, de la Provence, euh, en disant qu'il n'avait pas l'intention de dénigrer ou de minimiser l'action, publique, voilà, que cette une avec cette citation était malvenue. Directeur général de la Provence qui s'excuse publiquement, platement, après s'être fait remonter les bretelles par son patron. Mais le pire, c'est que, en même temps, le directeur de la rédaction de la Provence, Aurélien Viette, est mis à pied et convoqué en vue d'un entretien préalable à licenciement. Voilà. Parce qu'il a, fait sa une avec une citation des habitants, parce qu'il n'a pas été assez dithyrambique, sur l'action d'Emmanuel Macron. Alors, ça s'est quand même
mieux fini que ça a commencé, puisque immédiatement la rédaction, la Société des journalistes de la Provence s'est mis en grève et Aurélien Viey a été réintégré, le 25. Mais c'est pour, montrer puisque voilà, on parle de Cyril Hanouna, mais le milieu journalistique, en tout cas dans la presse industrielle, hein, la presse privée est remplie de voilà, de gens qui sont là. Alors sans doute ils sont entrés par amour de l'information et de la vérité, mais journaliste, ça reste quand même un métier, ça reste quand même un job et donc voilà, il y a énormément de gens qui n'ont pas envie de perdre leur job parce qu'ils auraient, publié ou laissé publier des informations, qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas acceptables pour, leur employeur ou pour le propriétaire de leur journal. Donc certains, sont plus courageux ou ont plus de latitude que d'autres et ils en parlent. Certains, non. Voilà et donc ça donne des affaires comme Cyril Hanouna qui explose de colère lorsqu'on ose remettre en cause l'emprise de Vincent Bolloré sur les médias. Ça donne des affaires comme la Provence et voilà et ça, vous en voyez absolument partout. Je pourrais aussi vous parler de l'affaire, Marianne lorsque, Daniel Kretinsky a voulu, vendre, le titre Marianne à, Pierre-Édouard Stérin. Pareil, ça remonte à 1 an et demi, et c'est ce qui a provoqué le remplacement de Natacha Polony, à la tête de la rédaction de Marianne qui, d'ailleurs, je crois que c'est effectif maintenant puisque c'était prévu, pour ce mois de mars, qui était remplacé par, Frédéric Tadei. Donc Peut-être un petit point à présent sur la globalité, le quadrillage même des différentes émissions. Parce que j'avais montré ce petit schéma qui a été réalisé, où on voit toutes les interconnexions. Alors en rouge, vous avez, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les personnes, même si on l'a vu tout à l'heure, tout se recroise. Les gens ont des fonds chez des copains qui a des fonds à côté. Vous avez en vert, c'est les émissions. En jaune, les productions. Et en orange, ce sont les boîtes holding, on va dire. Et si vous regardez bien, en fait, tout le monde se recroise avec tout le monde. Donc la pluralité politique dans tout ça, elle est où? alors je parlais tout à l'heure pour décrire la presse privée, je parle pas de presse privée, je parle de presse industrielle. Pourquoi? Parce que on se rend compte que malgré tout le théâtre idéologique justement que font, par exemple, alors à droite, vous avez Vincent Bolloré, ou Pierre-Édouard Stérin qui se vantent de vouloir, mener une bataille idéologique, pour, voilà, pour défendre les valeurs, patriotiques, traditionnelles, religieuses et cetera. Judéo-chrétienne, hein, ils s'en cachent pas. Ils Oui, s'en oui, cachent tout pas. à fait, oui, oui, et ils le disent explicitement. Comme je parlais de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, lui, dans une entrevue à Libération, avait exactement le même projet, mais de l'autre côté, lui, il voulait mener une bataille idéologique pour défendre des idées, de gauche. Il avait appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Il avait explicitement dit qu'il utiliserait son empire médiatique pour lutter contre l'influence, il le cite, dans l'interview, de Vincent Bolloré. Mathieu Pigasse, alors il est avec Xavier Niel, le propriétaire, voilà, de Media One, qui produit, notamment, C'est dans l'air, C'est à vous, voilà, les émissions avec Patrick Cohen, voilà, donc qui elles aussi sont très orientées. Donc Mais le ce que je veux dire par là, c'est centre-gauche, voilà, cette partie, néo-hollandiste, oui, voilà, c'est, Glucksmann, adorateur de voilà. Glucksmann, adorateur de Benoît Hamon, adorateur de Marine Tondelier, voilà. C'est cette partie de la gauche bourgeoise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de presse industrielle, je veux dire par là que derrière tout le simulacre, idéologique et militant, ce sont des gens qui défendent d'abord des intérêts industriels et qui utilisent
les médias qu'ils contrôlent pour défendre leurs intérêts industriels. Parce qu'on parle de Bolloré. Bolloré, ce n'est pas fondamentalement, ce n'est pas un patron de presse. Bolloré, c'est un industriel qui utilise les médias et la publicité, hein, aussi, parce que Bolloré, c'est aussi l'agence Havas qui utilise l'édition, puisque c'est aussi Hachette euh, et Fayard, hein, on l'a vu, comment c'est lui qui a poussé pour sortir le bouquin de Jordan Bardella. Au passage, petite parenthèse, pour les gens qui ne le savent pas, c'est Vincent Bolloré qui a été l'artisan fondamental du ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement national pendant les législatives. C'est lui qui a organisé heu, la rencontre, entre Ciotti et Bardella. Voilà, fin de Elle vient d'où la cette fin de la info? parenthèse. Comment? Elle vient d'où cette info? Elle vient d'où? Elle vient alors c'était pas, Le Monde, c'était, C'est un truc qui est sorti en public, c'est pas un truc qui est connu uniquement de ah ceux non, qui non, non, écrivent. ça a été sorti D'accord, publiquement, c'était Mediapart. OK, intéressant. C'était Mediapart. Alors je sais pas si l'info était exclusive Mediapart, mais ma source c'est Mediapart. Et il me Heu, semble que c'était aussi lui qui était derrière la candidature de Zemmour, ah mais 2022. complètement, mais C'est complètement. Mais ça. pourquoi croyez-vous que pendant, des mois et des mois, on a vu, on a entendu, mangé du Zemmour en permanence à la télé? Tout le Et temps s'il est monté Zemmour, Zemmour, aussi haut Zemmour. dans les sondages? Comment? Il a été sondé à 18% dans les sondages. 18%, Mais 18%, tout à fait. ces sociétés de sondage, elles appartiennent à qui? Ah, alors les sociétés de sondage, là aussi, c'est À peu près les extrêmement mêmes personnes. c'est extrêmement complexe, en fait, de le démontrer parce que là encore, on a des possessions croisées. Mais oui, encore une fois, heu, tout ça, c'est un même milieu. C'est pour ça, moi, j'aime pas dire que tel média, que Le Monde appartient à Pigasse, que BFM appartient à Sadé. Il faut se dire que tous les médias, tous les sociétés d'édition, les sociétés de production, les sociétés de distribution, de l'information, les instituts de sondage, tous les vecteurs, d'information et d'influence sur la société sont aux mains d'un groupe. D'un groupe qui est, l'oligarchie, qui est la bourgeoisie capitaliste. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est un groupe, une minorité, une infime minorité de personnes qui détiennent tous les vecteurs d'influence dans notre société. Et donc je termine, sur Bolloré. Bolloré, ce n'est pas un patron de presse, c'est un industriel qui utilise la presse qu'il détient pour défendre ses intérêts industriels. Et on peut dire exactement la même chose de Rodolphe Sadé, on peut dire exactement la même chose que Xavier Niel, on peut dire exactement la même chose que Mathieu Pigasse. C'est exactement la même chose. Pareil, je vois sur ton graphique que Martin Bouygues, donc Bouygues, c'est TF1 et c'est LCI. Pareil, parenthèse sur LCI. Vous savez pourquoi LCI est tellement vindicative dans son soutien à l'Ukraine? Alors, indépendamment de ce qu'on pense du conflit russo-ukrainien, c'est pas le sujet, mais LCI, donc c'est Bouygues, et Bouygues a des intérêts énormes en Ukraine parce qu'ils sont engagés sur d'énormes contrats de reconstruction d'immobilier et de foncier dans le pays. Voilà. Autre petite parenthèse. Mais oui, effectivement, ton graphique le montre très bien. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. La seule idéologie d'un milliardaire, c'est son portefeuille. Donc, il va utiliser l'idéologie pour capter certains publics. Voilà, il y a des gens qui veulent, des gens de gauche, donc on va leur faire des émissions avec des intervenants de gauche. Il y a des gens de droite, on va leur sortir du Hanouna ou du Pascal Pro. À gauche, on va sortir du Patrick Cohen. Mais en définitive, on est toujours sur une défense d'intérêts financiers, d'intérêts industriels, d'intérêts d'argent. Parce que tous ces gens, voilà,
on peut reprendre Bouygues aussi si tu veux. Heu, il y a des intérêts dans les télécoms, en plus. Donc tu diffuses, tu produis, Mmh. tu distribues, tu maîtrises l'entièreté de ta chaîne de l'information. Et quand tu détiens l'entièreté de la chaîne de l'information, tu peux en faire ce que tu veux. Absolument et en plus, tu détiens aussi ceux qui font l'information en formant toi-même tes journalistes. Le monde est quand même très bien fait. En tout cas pour eux. Voilà, un peu moins pour nous, mais pour eux, il est bien fait. Est-ce que tu as des idées, des propositions Oui, alors sur quoi faire face à ça? tout à fait, je vais conclure là-dessus. Alors, je dis que j'ai des idées, ce sont pas les miennes, ce sont, les idées de la conférence, nationale de la presse indépendante. Je vous ai fait une liste. Voilà, donc ça, ce sont des mesures qui ont été, mises en place en novembre 2000 enfin, qui ont été proposées en novembre 2023 lors des états généraux de la presse indépendante. Puisque en novembre 2023, Emmanuel Macron avait organisé des états généraux de l'information, où il avait, bah, justement rassemblé tous les magnats de la presse industrielle et en parallèle à ça, ou en opposition, les principaux, titres de presse indépendante, comme presse indépendante, par exemple, à Lyon, on a Rue 89. Voilà, ça, c'est de la presse indépendante, pour vous donner un exemple. Mais, ou Bastamag, ou voilà, ce genre de choses. Mais donc, ces médias indépendants sont constitués en états généraux et ont donné des pistes, quelques pistes pour changer les choses. Bah, je vous invite d'ailleurs à retrouver la liste complète. Là, je vais vous donner les principales propositions. La première, ce sera évidemment de limiter le nombre de titres de presse qu'une personne morale ou physique peut détenir. Voilà, ça c'est la solution la plus simple et la plus certains vont la trouver radicale, mais en réalité, elle est totalement nécessaire, c'est-à-dire d'empêcher qu'une seule personne puisse, détenir, une dizaine, une vingtaine de titres de presse, que ce soit de la presse locale, que ce soit de la presse audiovisuelle. Il faut, je pense, limiter, le nombre de titres détenus. Ensuite, une autre, mesure qui a été proposée, c'est de doter, les équipes rédactionnelles, d'un média d'une personnalité juridique. Ce qui leur permettrait légalement d'avoir un droit d'opposition en matière éditoriale, quand, l'indépendance, de la rédaction, serait mise en cause par, les actionnaires ou par la direction ou par des annonceurs. Parce que les annonceurs aussi peuvent, influer sur les annonceurs publicitaires peuvent influer sur, les lignes éditoriales. Ensuite, favoriser la presse indépendante, dans les aides publiques. Ça, ce serait quand même très, enfin, pas une sinécure parce que l'immense majorité des aides publiques, qui sont conséquentes en France, hein, les aides publiques à la presse, vont justement à des titres de presse qui sont détenus par des milliardaires, donc à des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être aidés. Et ensuite, une autre proposition, ce serait une TVA à taux zéro. TVA à taux zéro, comme ça se fait au Royaume-Uni ou en Belgique, pour tous les médias qui sont reconnus IPG. Donc IPG, donc information publique et générale. Voilà, vous avez des médias en France qui sont reconnus d'information publique et générale. Donc voilà, c'est les titres type Le Monde, L'Équipe, Télé 7 jours, enfin ce que vous voulez. Mais donc, supprimer la TVA sur les titres de presse, sur les médias qui seraient reconnus d'utilité publique, enfin d'information publique et générale. Voilà, ce sont que 4 mesures que je vous cite là, mais vous avez toute la liste des mesures qui ont été proposées sur le site des États généraux de la presse indépendante. Voilà, vous trouvez très facilement sur Internet. Vous avez, je crois, une quarantaine de mesures. Je vous invite à vous en informer et à les consulter. Peut-être une toute petite dernière question que je vois qui est intéressante dans le chat, même si je pense qu'on ne va pas creuser en très grande profondeur. Donc, de ce qui est proposé de ce rapport que tu as donné, la presse devrait être financée par les impôts et donc pas par les lecteurs? Ah non! Ah, alors c'est pas ce que je dis. Une TVA à taux zéro, c'est-à-dire que vous ne
Il est moins cher. vous supprimez une taxe, donc ça coûte moins cher effectivement pour l'acheteur. Alors, on dit souvent qu'une taxe, c'est comme un impôt. C'est un impôt. En réalité, c'est pas exactement le même mécanisme, mais là, non, on n'aurait pas une contribution, directe et ensuite, favoriser, la presse indépendante dans les aides publiques. Les aides publiques, il y en a déjà énormément, hein, en France. Il y a ça se compte en centaines de millions. Aujourd'hui, ces aides publiques à la presse, elles vont à la presse industrielle, elles vont à des médias qui sont détenus par, des milliardaires, qui sont détenus par Bolloré, qui sont, détenus par Rodolphe Saadé. Alors moi, en tant que citoyen et contribuable français, je préfère à la rigueur si je suis obligé de payer des impôts pour financer la presse, je préfère financer la presse indépendante plutôt que de financer BFM TV ou Le Monde ou, la Provence, de monsieur Sadé. Voilà, je préfère financer une presse libre et indépendante. Je pense que ce sera beaucoup plus utile au débat public. Surtout que l'information est d'utilité publique. Donc il y a pas forcément d'intérêt à ce Voilà, que là ça je passe dans parle la bien petite télé. de titres qui sont, reconnus, information publique et générale, donc je ne parle pas du fanzine, de la kermesse, de l'école primaire du coin. Si on veut des citoyens éclairés, libres, qui réfléchissent, qui pensent et qui pourront décider pour la suite de l'avenir de notre pays, on a besoin d'une information libre, indépendante et des journalistes qui ne soient pas sous pression permanente de leur patron. Tout Voilà à pour fait. la conclusion, je pense. Merci On est beaucoup bon? pour, Eh bien, mon merci accueil. Timothée. Mais Pour merci votre accueil, Timothée. merci. On pourrait rajouter qu'il y a peut-être, tu pourras en reparler dans une autre émission sur ce sujet, ce qui est très intéressant. Il y a une évolution aussi des médias. C'est-à-dire que on a découvert avec Jules Casanova que à 10 heures du soir, LCI c'est suivi par 4000 personnes en direct. Donc en fait, il y a un effondrement évidemment de la presse écrite depuis longtemps, qui n'est lu que par une partie limitée, de plus en plus réduite de la population. Et les médias traditionnels sont toujours très dominants, mais sont un peu pris de vitesse par des médias alternatifs comme le nôtre. Et d'autres beaucoup plus importants, ou alors des gens qui font des émissions spécifiques sur un sujet qu'ils connaissent très très bien. Ça serait intéressant de voir est-ce que c'est pas un nouveau euh, tableau des médias qui est en train de se dessiner là, justement en ce moment même, dans cet affrontement un peu spontané de gens qui créent des contenus, alors pas toujours parfaits, c'est pas toujours techniquement au point, ou parfois certains disent n'importe quoi, contre ces médias détenus par, encore une fois, les optimates. Est-ce que les popularistes ne seraient pas en train de se ressaisir d'une forme de pouvoir par ce biais-là? Eh ben, on ne peut que l'espérer après moi tout ce qui est, presse, on va dire médias d'information sur, par exemple comme fait Fréquence Populaire sur YouTube ou certains qui vont faire qui vont faire du stream, qui vont faire, des émissions sur Twitch. Moi je les range dans la catégorie presse indépendante parce que voilà, ce sont des médias qui sont détenus soit par, ce sont entre guillemets «des auto-entrepreneurs», en quelque sorte, hein, une personne qui fait une émission, qui enregistre une vidéo sur YouTube ou qui fait un live sur Twitch. Voilà, en quelque sorte, on peut dire que c'est un auto-entrepreneur, même s'il n'y a pas forcément toujours une société. Mais voilà, ultimement, moi, je mets ça dans la case presse indépendante. Et évidemment que c'est un champ de bataille. Aujourd'hui, l'Internet, enfin, les réseaux sociaux, l'outil numérique nous permet de contrebalancer le pouvoir de la presse industrielle. Donc, il faut évidemment l'investir et se battre durement pour le conserver parce que, bien évidemment, les industriels, les capitaines de l'industrie médiatique ne nous laisseront pas ce terrain sans se battre. Merci Timothée pour cette nouvelle intervention sur la matinale de France Merci à Télévisions. vous. Merci Timothée, c'est Merci à super, vous. À très bientôt. intéressant. Et à bientôt. Merci. Au revoir.